Chère Alexandra, je souhaiterais évoquer avec vous votre rapport à la littérature et à l'écriture. Comment vous est venue cette vocation d'écrivaine? Et enfin, avez-vous un nouveau projet? On a hâte. Et si c'est le cas, quel en est le thème? C'est à vous. J'ai quitté France 2 au bout de 10 ans, pour des raisons personnelles, on va dire. Et je ne voulais pas, j'essayais de ne pas être salariée avec ces horaires de fou que j'avais connus à France 2. Encore une fois, c'était passionnant, j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais l'arrivée de ma fille, là, devenait vraiment un peu compliqué. Donc, je me suis un jour dit, mais finalement, ça fait plus de 10 ans que tu lis 2 scénarios par jour, si c'est pas 3. Et pourquoi pas ne pas essayer? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, en fait, je suis passée par le scénario. Donc, j'en ai écrit 2. L'un contemporain et l'autre sur Madame de Pompadour. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Voilà. Et puis j'ai eu envie d'en faire un autre sur un autre sujet toujours autour de Versailles, et où là, c'est une humiliation qui m'a fait passer à l'écriture. Il y a une personne dans la chaîne qui a eu la courtoisie de dire mais depuis quand est-ce que cette fille, Alexandra de Broca, écrit? Voilà. Formidable. Formidable, merci, je lui suis très reconnaissante. Il faut le remercier. Oui, je suis très reconnaissante. On va le reconnaissante. remercier très chaleureusement. C'est une femme. On va la remercier. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sujet n'était peut-être pas un bon film, mais que ça serait peut-être un livre. Et de rencontre en rencontre, je suis tombée sur un éditeur qui m'a dit c'est un très bon sujet de livre et allez-y. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors ça a été laborieux parce que j'adore me plonger dans les recherches historiques, c'est le meilleur moment, j'adore ça. Mais comme j'ai pas tout à fait, non seulement j'ai pas confiance, mais je suis consciente que j'ai pas une plume extraordinaire, loin de là. Le travail est laborieux, le rédiger est laborieux. C'est pas, j'ai tout dans ma tête, j'ai des images, mais au début, la veste est blanche, la tulipe est rouge et la dame est blonde. Et il faut plus nourrir un livre, un scénario. Il suffit de mettre dans la colonne de gauche comment est habillée la dame, et puis après, vous dialoguez. Et par contre, vous faites attention que les séquences aient un ordre et que ça soit efficace. Alors apparemment, cette écriture un peu imagée et rapide est un peu dans l'air du temps, donc c'est peut-être ça qui va qui va me permettre peut-être un jour de devenir une star de la littérature, mais je saurais pas faire autrement. Les 30 pages du Père Goriot qui décrit la pension du Père Goriot, les 30 pages d'ouverture, je suis incapable. Ça m'ennuie, les descriptions m'ennuient à outrance. Voilà. Vous avez un rituel d'écriture? Vous vous levez à 3h du matin pour écrire 2 heures et vous partez au lit pour prendre un thé? Vous vous levez quand ça vous vient? Alors, il m'arrive, surtout quand je suis en phase vraiment d'écriture, quand j'ai des insomnies, j'ai effectivement à côté un petit carnet et je griffonne parce que je sais que si je l'écris pas maintenant, je vais pas arriver à me réendormir et puis ça va disparaître et puis le matin je vais me dire mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est pas un rituel, alors j'aime bien le mot rite. Dans la vie, je suis assez rituel, j'ai déjà remarqué ça, mais j'aurais adoré taper directement sur l'ordinateur. Pourtant, je sais à peu près taper parce que mon père, qui n'était pas tout à fait sûr des talents de sa fille, en dehors de m'avoir fait apprendre des langues étrangères, m'a envoyé chez Pigier un été apprendre à taper à la machine, en disant « c'est jamais, ça peut te servir ». Donc, je tape avec tous mes doigts. Mais je fais tout de même beaucoup de fautes. Et si je tape directement sur l'ordinateur, je vois le rouge ou le bleu qui s'inscrit et ça coupe
le fluide, s'il y a fluide, ou le rythme, on va dire, le flow de cette écriture. Donc finalement, j'écris sur du papier recyclé, des vieilles pages qui traînent, j'écris au papier à toute heure, et puis après, je remets sur l'ordinateur. Alors c'est pas mal parce que comme j'ai souvent des journées où je discute d'un film de Philippe, ou j'ai un rendez-vous à Canal+, et puis après je reviens sur mon 18e siècle, le fait finalement d'être obligé de transposer du papier à machin, c'est comme une deuxième version. Alors, vous allez nous remontrer en visuel votre dernier livre. Et voilà. Ah voilà, Madame Elisabeth, ma chère et brillante Madame Elisabeth. Alors, 2 mots sur Madame Elisabeth, et puis vous allez nous parler de votre prochain livre. Madame Elisabeth, c'est la sœur de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X, accessoirement. Et elle a jamais pu être mariée puisque on n'a pas trouvé de personne de son rang. Et c'était une passionnée de science, et c'était une femme hautement intelligente et bienveillante, et qui a été exceptionnelle pendant la Révolution. Alors, contrairement à ses frères, elle a jamais voulu émigrer. Et elle a accompagné Marie-Antoinette jusqu'au bout, et elle a été guillotinée, je crois, un petit peu à 30 ans, il me semble, sans raison, parce qu'elle était la sœur du roi. Mais elle a laissé beaucoup de choses, des choses aussi étonnantes que des logarithmes, les tables de logarithmes aujourd'hui. Il y en a une partie qu'elle a faite, elle, je m'en fous. Et je pense que si elle n'avait pas eu cette naissance prestigieuse, elle aurait pu devenir une autre personne. Et elle est l'anti-Marie-Antoinette. C'est très intéressant pour ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour moi, Marie-Antoinette, c'est une femme qui se comporte comme une courtisane. Alors, je ne parle pas de sa période révolutionnaire où elle est admirable, remarquable et héroïque. Mais pendant toute la période à Versailles, elle se comporte comme si elle n'est pas une reine, mais une courtisane qui veut plus, qui gna, qui a des caprices. Elle, Elisabeth, elle est exactement l'inverse. Et elle est toujours à sa place. Elle a été adorée, adulée. Et c'est vrai que voilà des femmes qui n'avaient évidemment pas le droit de vote et qui ont été guillotinées. Il n'y a aucune raison pour l'avoir guillotinée. Juste parce que c'était la sœur voilà. du roi. Oui. Mais vous savez qu'à l'époque, vous étiez domestique d'une très très grande famille, et à l'époque de Robespierre, 1793 et compagnie, avec la loi des suspects, il suffisait d'être domestique d'un Noailles ou d'un Montalembert pour être guillotiné. Alors, ce qui est fou dans l'histoire de Madame Elisabeth, c'est qu'elle a été guillotinée, et quelques temps après, Robespierre, lui aussi, a perdu et a été guillotiné. Et il semblerait qu'elle soit enterrée dans la même fosse commune que lui. Incroyable. Incroyable. Oui. Alors, vous êtes sur un projet qui est déjà très avancé. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Eh bien, je vais essayer de raconter à travers la ménagerie royale de Versailles que Louis XIV avait créée en même temps que le château, le sort des animaux et l'évolution de l'animal qui est fait pour nourrir, ou pour être chassé, ou pour être domestiqué, et qui va petit à petit devenir peut-être, comme dirait Diderot, une personne qui a une âme. Très beau programme. On va essayer. On vous attend très vite. Merci.